Aujourd'hui, on va parler de la notion d'intégrale de Riemann. Il faut spécifier des Riemann parce qu'on a dans la littérature mathématique d'autres types d'intégrales, par exemple l'intégrale de Lebesgue, l'intégrale de Ito, etc., etc. Donc, on commence tout de suite avec la notation. On a une abréviation pour les sommes. Donc, si on a une somme finie de n monomes, donc ici, quand on écrit, on a A0, A1, x, A2, x carré, place, AN, x, n. Donc ici, il faut voir tout de suite que c'est sous-entendu qu'on a un x puissance 0 qui est égal à 1. Et donc, ça, c'est un peu les normes de degré n, bien sûr. Et donc, on peut l'écrire de façon plus concise en utilisant la somme, c'est la lettre sigma, la notation des sommes. Et on a un index qui prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à n. Et le terme générique de la somme, ça va être AK xk. Okay? Donc ça, c'est le début. Et ça, c'est la fin de la somme. Bien sûr, donc on a introduit en faisant ça une lettre grecque, sigma. Donc comme on a dit, c'est une lettre de l'alphabet grec. Donc on connaît déjà d'autres lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, delta, sigma. Et donc on a un sigma minuscule et un sigma capital. Et donc pourquoi sigma? Bon, parce qu'on est en train de parler des sommes. Et donc somme, ça commence avec la S, et sigma aussi, c'est la lettre grecque pour S. Très bien. Donc, on a parlé des sommes finies, mais on a aussi des exemples de sommes infinies. Ici, c'est la même polynôme, mais maintenant, c'est pour tous les n. Donc, dans ce cas-là, la notation, c'est très semblable à celle de d'auparavant. Ici, il y a toujours le x0. Et donc, on va écrire toujours la somme. Toujours, on va utiliser le même index K ou autre. C'est un index des sommes. Ça commence toujours par 0 dans ce cas et ça termine maintenant en plus infini. Donc, on a AK, xk. Voyons qu'il y a une forme équivalente d'écrire la même chose en utilisant le limite. Donc, on aura la somme, cette fois-ci, finie, comme on a écrit dans l'exemple antérieur. Mais cette fois-ci, le n, la fin, tend, il va vers plus infini. Très bien. Donc, une petite histoire. Carl Friedrich Gauss, mathématicien allemand, il a énormément contribué pour les mathématiques. Il est né à la fin du 18e. Il a vécu jusqu'à la moitié du 19e. Donc, ses contributions en théorie des nombres, algèbre, statistique, astronomie, géophysique, entre autres. Et donc, il a tout de suite montré ses grands talents, déjà à l'âge de 7 ans, quand il a commencé cette école primaire. Il a surpris tout de suite son professeur quand il a su calculer tout d'un coup la somme des premiers 100 nombres entiers. Donc, en introduisant la notation d'auparavant, donc on va l'écrire comme la somme K, car ça commence cette fois-ci de 1 jusqu'à 100. Il y a un très joli site d'histoire des maths de l'Université de Saint-Indre pour ceux qui s'intéressent plus, à savoir plus sur Gauss. Je recommande ce site-là. Donc, comme il a fait Gauss pour calculer ces sommes, donc il a vu que si on veut
ajouter le premier nombre au dernier, 100. C'est là, ça va donner 101. De même, si on va prendre le deuxième et l'avant-dernier, ça va donner 101. Et ainsi pour tous les autres paires. C'est toujours 101. Donc, combien on aura toujours 101? Combien de fois? Il y a 50 paires, donc fois 50. Très bien. Et donc, mais on va tout de suite à observer que 100, c'est un nombre pair. Donc, si on veut généraliser cette façon de penser de Gauss pour des nombres quelconques, donc pour un nombre pair et impair, on va modifier un tout petit peu cette méthode. Donc, on va écrire 2 fois la même séquence de nombres, mais dans l'ordre inverse. Donc, on aura 1 plus 1 moins 1, plus 1 moins 2, plus 3, plus 2, plus 1. Et maintenant, comme on l'a fait Gauss, on va sommer les paires correspondants. Et donc là aussi, on va voir que toujours la somme donne n plus 1 dans tous les cas. Donc on aura n plus 1, n plus 1. Et combien de paires on a? On a n paires. Donc cela, ça va donner n plus 1, n fois. Mais, bien sûr, on a utilisé 2 fois la suite des nombres. Donc, il faut partager par 2. Donc ça, c'est la formule, la généralisation de cette astuce de Gauss pour des nombres quelconques, entiers quelconques. Donc, on va faire un petit exercice d'écriture des sommes. Donc ici, si on a la somme des premières, cette fois-ci, n plus 1 carré, on va écrire le sigma. On peut prendre aussi une autre lettre, par exemple la J. Ça commence à 1, ça termine à n plus 1, ça va être un J carré. Très bien. Bon, mais maintenant, à notre mouton, le problème qu'on va attaquer, c'est le problème des calculs de l'air. Bon, en particulier, de l'air en bas d'une courbe. Donc, ici, on a une fonction f de x, définie dans cet intervalle AB. Donc, ici, on a un intervalle AB. Okay. Et on va calculer cet air, qu'on a dénoté ici avec S. Surface. Bon, c'est un problème ancien, calculer l'air, bien sûr, et ce qu'on sait faire, on sait faire calculer par exemple l'air des rectangles. Ici, on a une base, on a la hauteur, et donc l'air, ça va être la base fois la hauteur. Pour le rectangle, c'est facile. Mais une fois qu'on sait calculer l'air des rectangles, on sait aussi calculer l'air des triangles. Non? Parce que maintenant, il faut voir qu'un rectangle, l'aire de rectangle, ça correspond à 2 fois l'aire de rectangle correspondant. Donc, ça va être A égale à B fois H, comme auparavant, divisé par 2. Et on sait aussi calculer l'aire de toute surface qu'on peut trianguler. Ça veut dire on peut voir comme la somme des triangles. Donc ici, ça va être la somme de tous l'aire de tous les triangles. Bien sûr. Mais maintenant, si on prend cet exemple ici, par exemple, l'aire en bas de la courbe parabole, donc ça va être notre exemple. Bien sûr qu'on voit que
c'est pas que tous les aires sont des sommes des triangles ou rectangles. Donc, on va voir donc comment calculer cet aire-là. Et on va utiliser cet intervalle 0, 1. Très bien. Comment on va faire ça? Donc, l'idée des Riemann, autre mathématicien allemand, donc ça a été en voyant, on sait calculer les rectangles, donc on va recouvrir notre surface avec des rectangles. Donc on commence en divisant l'intervalle en x, donc 0, 1, et 4 subintervalles égaux. Donc chacun, ça va être un intervalle delta x. Et bien sûr, pour être un rectangle, on a aussi besoin de la hauteur. Donc pour cela, on va choisir des points d'échantillonnage à l'intérieur de chaque intervalle. Donc dans cet exemple, on a choisi l'extrémité droite de l'intervalle. Donc l'extrémité droite. Et donc ici, par exemple, on a f de 1. OK, ça c'est f de 1. Donc on va voir plus en détail tout cela. Donc on a dit, on a partagé l'intervalle, divisé l'intervalle en 4. Donc la largeur de chaque intervalle, la longueur, ça va être la longueur de tout l'intervalle divisé par 4. Donc on a 4 sous-intervalles de longueur ou largeur en quart. Et après, on peut introduire un index. Donc après, on va voir que les extrémités des intervalles 6j vont être identifiées avec delta x fois j, où j, l'index j, varie entre 0 et 4. Donc en faisant ça, on va voir tout de suite que par exemple, la première x0, ça va être delta x fois 0, que ça va donner 0. Le deuxième point, ça va être x1, que ça va être delta x fois 1, ça veut dire 1 quart. Et ainsi, en faisant tous, on va avoir x2, ça va être 2 sur 4, ça veut dire 1 demi. x3, ça donne 3 sur 4. Et x4, ça va donner 4 sur 4. Ça va être 1, comme espéré. Donc, on voit cela. Donc, on a pour un intervalle J, on a dit qu'on a un sous-intervalle avec l'extrémité xj moins 1, xj. La largeur de cet intervalle, c'est un delta x, que c'est la base de notre rectangle. Et on a choisi un point d'échantillonnage, x étoile j, égal à l'extrémité droite. Donc ça va être notre point d'échantillonnage. Et donc, en correspondant, on va avoir la hauteur ici de notre rectangle, que c'est la valeur de f calculée dans ce point. Okay? Donc ça va être notre rectangle. Et donc, on a dit toujours le point d'échantillonnage, ça doit être dans l'intervalle considéré. Très bien. Donc, en faisant ça, on a choisi l'extrémité droite. On va calculer, donc tous les points choisissent un quart, un demi, 3 quarts, 1. C'est toujours les extrémités droites de chaque sous-intervalle.
Et le point correspondant ici, la hauteur correspondante, c'est un parabole, donc ça va être le carré correspondant. Très bien. Donc l'air, on va calculer l'air, on va mettre un facteur le delta, que c'est un quart. Et donc on va avoir, ici on avait 1 sobre 4 carré, plus 2 sur 4 carré, plus 3 carré sur 4 carré, plus 4 carré sur 4 carré. C'est là, en simplifiant les choses, ça va donner 1 plus 4 plus 9 plus 16, qui donne 30 sur 64, ça veut dire 15 sur 32, qui peut être approximé pour 0,469. Pas 69. Donc ici, une fois de plus, on avait les 4 rectangles, et chacun, il avait cette aire. Donc ici, le rectangle, ça c'était le R1, R2, R3, R4. Maintenant, donc, ici, bien sûr, la somme, c'est plus grand de l'aire considéré. Donc maintenant, on va choisir une autre extrémité, l'extrémité gauche de l'intervalle. Donc, on va extrémité gauche. Donc, si on va choisir l'extrémité gauche, on aura 0, 1 quart, 1 demi, 3 sur 4. C'est toujours la gauche, cette fois-ci. Ici, on a 0, 1 quart, carré, 1 demi au carré, 3 quarts au carré. Très bien. Et donc l'air, l'approximation de l'air, ce sera ces 4 rectangles où le premier, on va voir que cette fois-ci, c'est l'air, c'est 0. Donc ça, c'était le L1. Et après, on aura donc le L2, L3, L4. Ceci, ça, c'est là, c'était L1. Donc, on fait comme auparavant, on va additionner, ajouter toutes ces 4 R. Ça va donner donc le delta, qui c'est 1 quart, comme auparavant. Maintenant, on aura 0, le premier, plus 1 quart au carré, plus 2 sur 2 carrés sur 4 carrés, plus 3 carrés sur 4 carrés. Comme auparavant, on peut mettre un facteur, 1 sur 4 cubes, 1 plus 9 plus 4, pardon, plus 9. Et cela, ça va être égal à, cette fois-ci, 14 sur 64, qui c'est égal à 7 sur 32. Bien sûr, c'est menor que la valeur d'auparavant. Et ça peut être approximé avec 0,219. Donc, on voit bien que cette fois-ci, la somme est menor aussi de l'air considéré. Donc, en résumant, on avait l'air qu'on veut calculer, qu'on sait que par autre fois que ça doit être égale à un tiers. Et donc, on a approximé avec 15 sur 32, on a sous-estimé que c'est égal à 0,469. Et on a sous-estimé avec 7
sur 32, qui c'est 0,219. Donc on voit bien que ces deux numéros sont suffisamment différents. Donc un c'est plus que le double de l'autre. Donc c'est une approximation grossière. On a utilisé 4 intervalles. Et donc maintenant on va voir ce que ça donne en utilisant plus d'intervalles. Donc on va se divider avec un n meilleur. Et on va voir que dans ce cas-là, si on prend un n quelconque, donc le delta, la largeur de l'intervalle, delta x, ça va être 1 moins 0 divisé par n, ça va être 1 sur n. Donc bien sûr, en augmentant le n, le delta x, ça va devenir plus petit. Donc on va prendre comme auparavant la choix au début de l'extrémité droite de l'intervalle. Donc on aurait cette fois-ci n rectangles et au lieu de 4, en général on a n. Et on voit par exemple ici dans le cas de n égale 8, donc on a ici 8, on a partagé l'intervalle 0, 1, 8 sous-intervalle. Et on a pris assis à droite l'extrémité droite et à gauche l'extrémité gauche. Et on va voir que la somme maintenant, donc l'air va être approximé sous la droite 0,398 et pour sur la gauche va être approximé par 0,273. Bon, on voit que donc en augmentant le n, les deux numéros restent différents, mais ils s'approchent. Ils s'approchent aussi de numéros qui ça doit être un tiers. Donc, on fait ça maintenant, on va continuer à augmenter le n. Donc ici au-dessus, on a une série avec toujours l'extrémité gauche choisie pour différents choix de n. Donc n 10 intervalles, 30 intervalles, 50 intervalles. Et on voit comme maintenant la somme de notre rectangle s'approche de plus en plus à l'air. Et de même, pour la droite de la série en bas, on a toujours 10, 30, 50. Et on voit aussi que la somme, qui est indiquée ici, ça c'est la somme de 50 rectangles avec le choix des extrémités gauche. Ici c'est la somme de 50 rectangles avec l'extrémité droite. On voit que maintenant ces deux numéros, ils s'approchent. On voit bien qu'ils sont beaucoup plus proches. 0,334 et 0,334. Donc toujours maintenant, donc notre R, elle est prise entre ces deux numéros, mais ce sont des approximations meilleures. Donc, en résumé, la valeur de la somme dépend de n, le nombre des sous-intervalles, il dépend aussi
de points d'échantillonnage. X étoile J. D'un choix des points d'échantillonnage. Mais on a vu aussi que lorsque n augmente, la différence diminue. Donc, on va voir maintenant cela de manière interactive. Donc, ici, ça c'est le professeur Valdésir qui a fait ces petits applets en utilisant GeoGebra, professeur Valdésir Bianchini. Donc ici, on a choisi toujours notre parabole, mais on a pris une parabole, mais ce n'est pas exactement la parabole qui on a pensé, c'est la parabole x moins 3, 6, 9, 7, 0, 2 au carré. Bon. Donc, les extrémités de l'intervalle, cette fois-ci, c'est A moins 6, B 6.6, mais on peut toujours changer cette extrémité comme on veut dans cette applette. Ça, c'est la beauté de cette applette. Donc, par exemple, on met 9. Bon, on laisse comme ça. Donc, ici, on a le choix de choisir le point d'échantillonnage. Donc, on prend la somme inférieure. Et ici, ça va donner la valeur de la somme des rectangles. Et on va le comparer avec la valeur réelle. On peut prendre aussi la somme supérieure, ça va être plus grand. Et on peut aussi prendre des sommes, des points d'échantillonnage aléatoires à l'intérieur de l'intervalle. Et ce qu'on voit ici, on peut aussi choisir le nombre de ces intervalles. Ici, on a n, on peut augmenter le n. On voit qu'en augmentant le n, la somme des rectangles s'approche à l'air. Et la valeur, ici, on voit par exemple, on a 79, on voit que les deux valeurs de l'approximation et réelle en bleu sont très proches. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait en résumé? On a approximé l'air, notre air, par des sommes des rectangles, qui s'appelle la somme des Riemann finie. Mais en effet, l'idée des Riemann, c'est que, bon, dans la limite, qu'on a une infinité de rectangles, la base, ça devient de plus en plus petit. Et donc, le point d'échantillonnage, ça va avoir moins d'importance parce qu'il y a un intervalle de plus en plus petit. Et donc, dans la limite, l'air de cette courbe, au bas de cette courbe, ça va vraiment être égal à la limite de la somme d'une infinité de rectangles. Donc, ça, c'était l'idée de Riemann. Et donc, on va écrire cela. Donc, pour cela, elle a introduit une notation pour rester somme, infinité, la notation d'intégrale. Donc, on a un grand S. Ça, c'est l'intégrale, mais c'est aussi somme. Et donc, on va écrire les extrémités de 0 à 1 de l'intervalle considéré. On va écrire la fonction f x fois le dx, ce delta qui maintenant est devenu tout petit. Donc ça, c'est l'intégrale
de Riemann. Et donc cela, c'est pour définition, ça va être égal aux limites par n qui va à plus infini de la somme des k de 1 à n de f x étoile k delta x. Okay? Une fois de plus, on va se rappeler que ce delta x, c'est égal à 1 sur n. Donc ça devient très petit quand n devient très grand. Et donc, la choix, donc l'idée, c'est que justement, pour être valable, cette définition ne dépend pas de la choix, ne dépend pas la définition, elle ne dépend pas de la choix du point des points d'échantillonnage chez Estrel K. Et on termine ici.